Apparemment, il te Ok, voit bien, Juan, donc c'est chouette. ok, Bonjour, on ça entend c'est bien, on parfait. entend parfaitement. On a 2 personnes additionnelles qui se sont connectées. C'est OK Bonjour, pour nous. Merci bonjour. Laurent. Merci Marine, top. Bonjour Christine. Ah ben c'est ma mère. Bonjour, Ok. bonjour à tous, top. Bon ben là, on commence à avoir plein de bonjour depuis le Trégor. Ah, il y a des Bretons connectés. Ça fonctionne bien pour moi. Merci Véronique. Bonjour Patricia. On commence à être quelques-uns de connectés. On va attendre juste quelques petites minutes. Voilà, le temps que les personnes se mettent en place. Bonjour Charles. Voilà, Bonjour. n'hésitez pas si jamais vous avez voilà des petits soucis techniques pendant l'événement ou des problèmes à vous connecter, n'hésitez pas à écrire sur sur ce petit chat que vous voyez sur la droite, comme vous l'utilisez déjà. Et mon ami Augustin, qui est présent, vous aidera à résoudre un petit peu vos problèmes de connexion. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à le contacter si jamais vous avez des soucis de son. Voilà, parce que comme on est tous depuis chez nous un petit peu en train de travailler ou suivre la conférence, c'est possible qu'avec les connexions des uns et des autres, ça fonctionne pas toujours très bien. Je vous recommande d'ores et déjà d'utiliser votre navigateur Google Chrome si vous l'avez installé à la dernière version pour que tout fonctionne parfaitement. Et voilà, si jamais vous avez le choix entre un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur, on vous recommande l'ordinateur. Je vais vous présenter rapidement l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre visite avec Juan. On va avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, sur la droite, vous avez la barre de chat que vous avez déjà vue. Au cours de la visite, on va faire des petites enquêtes où on va vous poser des questions voilà, sur Chichén Itzá, voilà, pour un petit peu sonder vos connaissances sur le site archéologique. Et puis, à la fin, on va avoir une session de questions-réponses. Voilà, donc si vous voulez, notez-vous toutes vos petites questions sur un calepin. Et à la fin, on va organiser une session de questions-réponses avec Juan. Donc Juan, aujourd'hui, qui est notre invité spécial, notre guide, voilà, qui exerce sa profession depuis 20 ans. Il est spécialisé dans l'histoire et l'archéologie. Il a participé à beaucoup de fouilles archéologiques, notamment sur le site de Chichén Itzá. Il est d'ailleurs né vraiment à côté, à 2 minutes de Chichén Itzá, donc on peut vraiment dire que c'est un fils, voilà, c'est un natif de Chichén Itzá pur et dur. Là, il est en direct du Yucatan où il va nous faire sa visite virtuelle. Voilà, donc on va commencer. Je laisse la parole à Juan, notre expert. Moi, je m'éclipse et je vous souhaite à tous une très belle visite. Voilà, bonjour à vous tous. Je suis Juan Pat, le guide à Chichén Itzá. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous conduire, de pouvoir vous accompagner à ce site extraordinaire qu'ils appellent Chichén Itzá. Voilà, soyez tous bienvenus. On commence. Voilà. On est déjà à Yucatan, Chichén Itzá, le Mexique. Dès que l'archéologie commencera les travaux fouilles archéologiques, on va nommer ces parties du monde Mésoamérique, car on se trouve au milieu des 2 Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Centre et l'Amérique du Sud. Et là, ça sera nommé la Mésoamérique. De tous les sites archéologiques à nos jours, on a déjà trouvé, il y a Chichén Itzá, mais à part de Chichén Itzá, il y a des tas de civilisations qui sont vécues quand même. Il y a la civilisation considérée la mère des civilisations mésoaméricaines, les Olmecs, qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ. De la civilisation Olmec, on a eu les Toltecs, les Zapotèques, les Mixtèques, les Totonacs, les Teotihuacanos, les Mayas et finalement les Aztèques. Et l'histoire des Mayas commence à partir de l'année de 1250 avant Jésus-Christ et finira à 1250 après Jésus-Christ. Lorsque l'arrivée des Espagnols, ça va être à partir de 1519, ils vont nous mener, ils vont nous imposer le christianisme, dont le serpent, c'est un symbole mauvais, c'est un symbole du diable. Lorsqu'à l'époque, chez les Mayas,
c'était un symbole très important qui représentait la fécondation de la terre. Après la conquête, les cités resteront abandonnées car on nous a bien appris que rester dans les bâtiments, ça veut dire rester à prier le diable, comme je viens de vous dire, à travers la vénération serpent. Ils vont nous conquérir, ils vont nous changer la mentalité et ils vont nous dire qu'il faut quitter, qu'il faut abandonner tous les bâtiments. Et c'est comme ça que la nature commence à tout cacher. Au départ, c'était des petites herbes. Une herbe va devenir un gros arbre et les racines commenceront à éclater la pierre, éclater les murs des bâtiments. Voilà que Chichen Itza sera redécouvert par deux garçons, il y a un Anglais, il y a un Américain qui vont trouver Chichen Itza en 1842. Et l'image que je viens de vous montrer, c'était comme ça, qui était retrouvé Chichen Itza. Mais quoi, les fouilles archéologiques qui commenceront à partir de 1924. Là, vous avez l'image de comment, après les fouilles archéologiques, ou pendant les fouilles archéologiques, ça commence à changer. Voilà, ça c'est une photo qui vous montre, qui vous donne une idée de comment c'était la plupart des temples à Chichen Itza. Ça c'est considéré ou bâtissé par les Mayas le temple de Quetzalcoatl, le temple de Kukulkan ou simplement le castillo de Chichen Itza. Ensuite, on voit l'image de quand Chichen Itza a été classé patrimoine de l'humanité. Voilà, je vais vous demander deux petites questions pour savoir où on se trouve. La première question, dans quel état de Mexique se trouve Chichen Itza? Vous avez le choix entre le Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas. Il faut savoir, s'il vous plaît, que même si on est à Yucatan, il faut savoir qu'on est dans tous les cas dans la péninsule Yucatan qui comprenait trois États. Yucatan, Campeche et Quintana Roo. Alors, la question, c'est que, je répète encore une fois, dans quel État de Mexique se trouve Chichen Itza? Vous avez Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas. Et la deuxième question, Chichen Itza fait-elle partie des 7 merveilles du monde? Vous avez le choix entre oui et non. On attend vos réponses. Voilà. OK. Je vois que la plupart avaient bien répondu. Oui, c'est évident. Chichen Itza, ça se trouve dans l'état de Yucatan. Comme je viens de vous dire, même si ça se trouve dans la péninsule, mais c'est à Yucatan. OK. Chichen Itza fait partie des merveilles du monde. OK. Vous avez répondu oui. Et là, il y a une chose, une petite question, une petite chose à vous dire, un petit détail. Chichen Itza, c'est le site archéologique, mais en réalité, c'est le temple de Kukulkan, la pyramide de Chichen Itza, qui était classée entre les 7 nouvelles merveilles du monde, pas le site archéologique. C'est simplement pour vous montrer pour vous dire que en réalité, c'est le temple simplement, pas le site archéologique. Mais voilà, vous avez vu bien l'idée. Merci en tout cas pour ces deux réponses. OK, ensuite, après la conquête espagnole, les sites resteront abandonnés, la nature, ça va tout cacher, et les gens commenceront à faire des travaux archéologiques. Mais voilà, que dès que les fouilles archéologiques commenceront, les gens commenceront à s'intéresser pour venir visiter ces sites. Et le départ, il y a 50 ans, Cancun n'existait pas. Et voilà, il y a une petite chose à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 20 avril. Aujourd'hui, on commémore 50 ans l'anniversaire de Cancun. Voilà, il y a 50 ans, Cancun n'existait pas. Et bien voilà, à l'époque, il n'y avait pas de touristes ici. C'était 15 à 20 visiteurs par semaine. Depuis Cancun à côté, la quantité de gens qui nous visitent,
c'est à chaque fois de plus en plus. Aujourd'hui, il y a 4000 à 5000 visiteurs par jour. Dès que la publicité, ça commence, alors à chaque fois, c'est de plus en plus. Et les gens vivaient à côté de la pyramide. Et comme on vient de vous dire tout à l'heure, je suis natif de Chichén Itzá. Mes parents vivaient à côté, à quelques mètres de la pyramide. Donc, je peux dire que je suis quand même natif du site. Voilà, je vous invite à voir un petit vidéo de ce qu'on appelle le jeu des balles. Regardez-le, s'il vous plaît, et après, on fera des questions à vous poser. El juego de pelota prehispánico fue practicado en el área mesoamericana, que comprende a México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Existieron diferentes modalidades de juego, dependiendo de la región y época. El encuentro entre los equipos simbolizaba las batallas entre los dioses del cielo y los del inframundo, y la pelota representaba al sol. Dicho juego tuvo un papel ritual, político y posiblemente económico, que lo ubica dentro de las principales prácticas rituales y de juego en la historia de las culturas mesoamericanas. El juego consistía en golpear una pelota de caucho con los codos, las rodillas y las caderas para hacerla pasar por uno de los aros en el campo. Se utilizaban implementos que protegían a los jugadores de los impactos. Consistían en guantes protectores, faldilla de cuero de venado, cinturones deflectores y un fajado que permitía darle solidez a las caderas. Utilizaban rodilleras, coderas y sandalias. Para el antebrazo usaban un implemento posiblemente fabricado con cuero y acolchado con fibras naturales. La pelota maya estaba hecha de hule macizo, conocida como kik, que en idioma maya quiché significa savia o sangre de árbol. Los equipos se conformaban de 5 jugadores. La puntuación se obtenía por la suma y resta de tantos y rayas. Más que un deporte, el juego de pelota maya era un ritual que giraba en torno a la competencia, donde los participantes mostraban sus aptitudes físicas. El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio del Deporte y la Recreación, promueve el rescate, la práctica y la valorización del juego de la pelota maya entre la niñez y la juventud guatemalteca, de todos los estratos y pertenencias étnicas, como una alternativa más de recréation. Voilà, comme vous avez vu là, c'est un petit exemple, un petit vidéo qui vous montre, qui vous donne l'idée de comment, à nos jours même si après la conquête espagnole nous a appris qu'il faut pas continuer à faire ces sortes de rites, mais à nos jours, sur le côté Guatemala, on les fait. Dans la plupart des sites archéologiques qu'on pourra trouver à nos jours dans la partie mésoaméricaine, on pourra trouver des jeux de balles. C'est un rituel qui était très pratiqué à l'époque. Mais la taille normale d'un jeu de balles, c'était de 10 mètres de largeur et 30 mètres de longueur. Les anneaux encastrés dans les murs à 2 mètres de hauteur. Tel quel vous avez vu dans les petites vidéos, ils se servaient de ses épaules, coudes, hanches, genoux et ses fesses. Mais Chichén Itzá, il y a une chose extraordinaire à vous dire. Chichén Itzá, c'est le résultat d'un mélange de 2 civilisations qui un jour dans l'histoire, ils se sont rencontrés, les Mayas et les Toltecs. Ça veut dire que là, ils vont montrer une espèce de majestuosité, une chose un peu différente. Même si on visite tous les sites archéologiques du Mexique, vous n'allez jamais trouver une chose pareille comme le jeu des balles qu'on a à Chichén Itzá. C'est énorme et c'est immense, car à la place de dire 10 mètres de largeur par 30 mètres de longueur, c'est un terrain de 40 mètres de largeur et 140 mètres de longueur, et les anneaux, tous les deux d'origine, à 7 mètres de hauteur. Là, la chose, ça va changer un peu. Il se servait vide de ses épaules, les coudes, hanches, genoux, mais à part ses pieds, une batte et une raquette. Et à la place de trouver des plateformes inclinées, on va trouver sur les côtés des espèces de couloirs. C'est là qu'il va se concentrer un capitaine. Sur les côtés seront les capitaines. Et par terre, il aura les autres 12 participants, car la totalité des participants, c'était 7 contre 7. Il faut passer une pelote dans les anneaux. La balle, au départ, l'histoire espagnole disait qu'il se servait des épaules, coudes, hanches, genoux. Mais là, pour faire passer la balle, c'est très lourd. 2,5 kg, c'était lourd. Donc, il se servait de la batte. Ça veut dire que le capitaine, en attendant la passe de son équipe,
pour le taper vers l'anneau. Il y a quelques capitaines qui vont taper vers les anneaux, pas les autres. Chaque équipe était considérée des éléments naturels. La vie, la mort, le soleil, la lune, la terre, le ciel, le bien, le mal. Ça veut dire que c'était considéré un rituel de l'équilibre. Le rituel finira dès que la balle passe dans l'anneau. Et selon l'histoire racontée à la façon espagnole, car sur le point de départ, il y en a un qui sera décapité. Et il disait qu'il était le meilleur qui sera décapité. Si c'est vrai ou si c'est faux, mais là, c'est une théorie espagnole, ça veut dire le point de départ. Les participants pour ces rituels étaient la haute société, étaient les rois, étaient les invités spéciaux. Je crois que faire passer une pelote, pas facile, donc il faudra une seule fois. La seule preuve que les Espagnols ont trouvé pour dire il y en a un qui sera décapité, c'est le bas-relief que je vous montre. Si vous repérez au milieu là des bas-reliefs, il y a deux personnages et au centre, vous avez un crâne. Le personnage que je trouve sur mon côté gauche, il montre un genou par terre, un genou protégé, il montre une raquette, il montre une batte, mais quoi si vous repérez, il n'a plus sa tête. À la place de sa tête, il y a des serpents. Il y a des serpents qui sortent avec les longues guides. Voilà le troisième. Le quatrième va devenir une espèce de plante de maïs ou de cacao qui, à l'époque, était la base de l'alimentation du peuple. Il y a 7 serpents, je disais, il y en a un qui va se ramifier, va devenir la plante de maïs ou cacao. Le serpent que vous allez voir à chaque fois, c'était un serpent sonnette, les plus dangereux. Ces piqueurs, c'est mortel. Vous connaissez quand même les antidotes, plus dangereux, plus respectés. Là, vous avez un crâne, la bouche ouverte, il y a des symboles qui sortent. Mais là, sur le côté gauche, on voit l'autre personnage qui montre ses 2 pieds, avec les genoux protégés. Il montre un couteau, il montre le visage. Il y a toujours une chose enfilée dans le nez. Et il montre quand même, avec sa poignée gauche, il tient des cheveux, la tête d'un décapité. Alors, c'est ça qu'on a vu les Espagnols. Et en ayant envie de raconter une histoire si barbare, si sanguinaire, en essayant de justifier les 5000 livres, les 5000 codex qu'on nous a brûlés à l'époque, excusez-moi, pour dire que c'était une oscillation sanguinaire. Donc, on a essayé de justifier l'histoire en disant que les Mayas étaient des barbares et qu'ils décapitaient le meilleur. Après, il y en a un qui disait, non, c'est pas le meilleur, c'est le perdant. Après, il y en a un qui disait, non, c'est symbolique. En fait, ça prouve la présence de la civilisation toltèque chez les Mayas. Physiquement, les Mayas, ils ne faisaient pas les sacrifices humains, car c'était une civilisation polythéiste. Tous les éléments naturels étaient considérés des dieux. Ça veut dire qu'ils respectaient. Et la mort, c'est une divinité quand même, que nous, les humains, on avait le droit de tuer quelqu'un. Ça veut dire que là, c'est une espèce de représentation symbolique. Dans toutes les théories, la seule preuve, c'est que ça. Et on voit ce sort des bas-reliefs 6 fois qui se répètent dans les bas-reliefs de ce terrain des jeux de balles de Chichen Itza. Malheureusement, dans cette image, on voit que les 2 personnages, mais en réalité, sur le côté droit, il y a encore 6, et sur l'autre côté, il y a encore 6. Total, c'est 14. C'était 7 contre 7. Et là, c'est clair de voir comment les genoux sont bien protégés. Des fois, ils montrent des coiffes, des fois, c'est sur les dos, mais des fois, c'est sur la tête. Ensuite, on vous montre l'image totale de ce terrain-là pour voir sa grandeur. Regardez quelle taille. Si on essaie de comparer un terrain de jeu de football à nos jours, on pourrait dire que c'est 110 par 90. Lorsque là, il y a 40 par 140. Regardez les anneaux, s'il vous plaît, à 7 mètres de hauteur. Les deux d'origine. On ne voit pas si clair, mais là, il y avait plus ou moins des fenêtres. Ici, et là, plus ou moins. Lorsque là, c'est le côté ouest, direction de le soleil s'accouche. Lorsqu'à l'opposé, sur mon côté gauche, il y avait aussi 2 fenêtres. Une fenêtre là et une autre au-dessous de l'anneau. Là, dans les fenêtres, les rituels étaient effectués 4 fois par an. Dans ces sortes de fenêtres, on voit la levée du soleil sur le côté gauche, on voit la coucher du soleil sur le côté droit. 2 équinoxes et 2 solstices. Ces 4 moments, les rituels étaient effectués. Justement, une chose à vous dire. Il y a des bons désignés, il
il y a la publicité du site. C'était là qui vient des inspirer Harry Potter dans la partie du Quidditch. Les mystérieuses cités d'or avec Esteban Zia. Mel Gibson, son dernier film Apocalypse, vient de s'inspirer là. C'est des choses à vous commenter de comment à l'époque on a fait la publicité du site. Là, ça s'appelle la Tribuna. La Tribune, c'était là que les invités spéciaux ils se concentraient pour voir ces rituels. Et là, au fond, là, vous avez la tribune où les rois ils se mettaient pour voir, pour réaliser, pour vérifier ces rituels. Lorsqu'au fond, là, c'est des invités quand même. Un jeu de balle pratiqué 4 fois par an. Là, ensuite, on voit l'autre image qui vous montre la majestuosité de ce terrain-là. Comme je viens de vous dire, c'est unique au monde. Et le départ de l'histoire disait qu'il y en a un qui sera décapité, mais comme je disais, la mort, c'est considéré les moyens de transport pour aller chez Dieu qu'un jour nous a créés. Il faut bien savoir que dans la mythologie de ce peuple maya, c'est l'homme qui n'existait pas. C'était les éléments naturels. Et un jour, l'homme a été créé à base de la pâte de maïs, en nous disant que là, il faut rester là pendant un moment et qu'après, il faut passer à la vie éternelle. Et donc, la vie éternelle, pour passer à la vie éternelle, les moyens de transport étaient la mort. Donc, la mort, il faut qu'il soit de façon naturelle. Et que la mort, ça a touché une famille, il disait que c'était la mort que nous a bien élus. Maintenant, nous allons passer à la suivante image qui nous montre les différentes façons, les temples des jeux de balles. Et nous allons voir la plateforme des crânes. Une plateforme qui, au départ, l'archéologie pensait, disait que c'était le cimetière des Mayas. On a fait des fouilles archéologiques. On a cherché, on n'a jamais rien trouvé. C'est symbolique. La mort, comme les autres divinités, était respectée. Donc, il faisait la danse, il faisait la musique sur ces sortes de plateformes. Là, ça nous montre comment les crânes, ils sont tous empalés, sculptés. Et comme je viens de vous dire, l'archéologie pensait qu'à l'époque, était le cimetière des Mayas. Après les fouilles archéologiques, on se repère que non, c'était symbolique. Les Mayas, comme je disais, ils enterraient leurs morts dans leur maison même, dans les huttes, dans les paillotes. Il y a des questions qui n'ont pas encore de réponses. Les Mayas, pour faire se voir différentes, en parlant de la haute société, ils faisaient des modifications dans leur physique. Ils faisaient la déformation crânienne. Des fois, c'était aplatir. Des fois, c'était allonger la tête des gens. C'est un symbole d'être différent par rapport aux autres. Imaginez à l'époque un roi avec 1,50 m, avec la tête allongée, ou des fois la tête aplatie, une jolie coiffe de presque à 1 mètre de hauteur. C'était les plumes du Quetzal. Une chose qu'on a trouvée quand même qui est très intéressante de voir dans les images, dans les plateformes des crânes, c'est que les Mayas, ils limaient leurs dents. Ils limaient leurs dents et des fois, ils faisaient des incrustations dans le dent. Là, dans l'image, vous allez voir, pouvez-vous voir les différents petits trous et les différentes incrustations. Des fois, c'est des jades, des fois, c'est de l'obsidiane, des fois, c'est de la turquoise. Ces sortes de pierres précieuses, ici, on les a pas. Ça vient de Guatemala, ça vient de Costa Rica, mais la question à se poser, comment ils pouvaient faire un petit trou dans le dent? Comment ils pouvaient coller ces sortes de pierres dans les dents? À nos jours, quand on se met des piercings, il faut aller chez les dentistes à chaque 6 mois. Lorsqu'à l'époque, c'était une situation très développée, très avancée. Ce n'est pas ces peuples sauvages et barbares que les Espagnols disaient à l'époque. Mais par contre, on est en train de savoir et de trouver une situation très développée et très avancée. Maintenant, ensuite, on passe à la suivante image qui nous montre notre temple principal. Le temple de Chichen Itza,
bâtissait El Castillo pour les Espagnols, le temple de Quetzalcoatl, le temple de Kukulcán. Regardez à ma gauche, s'il vous plaît. À ma gauche, ça c'est des dernières fouilles archéologiques. A été fait il y a plus ou moins entre 10 à 12 ans. Toute l'explanade, toute la plateforme que vous voyez là, à côté de la pyramide, c'est à mise à niveau. C'est une plateforme artificielle. Une plateforme artificielle qui a été faite par l'homme même. À 4 mètres de profondeur, il y a le vrai niveau du sol. Il faut savoir que dans le 6e siècle, car le temple, ça date du 9e siècle, mais avant, dans le 6e siècle, ici, c'était une cité qui s'appelait Ukiabnal, pas encore Chichen Itza. Le niveau du sol, c'était 4 mètres. Les bâtiments, c'était Maya, de la période, c'est ce qu'on appelle la partie classique de le style Puka. Mais vers le 9e siècle, dans les hauts plateaux, dans les centres du pays, il y a une civilisation qu'ils appellent Toltec, la civilisation qui vénérait le serpent, Quetzalcoatl. Mais dès qu'il va venir chez nous, ça devient Kukulcán. On s'est mis d'accord à faire un mélange, à s'accepter. Et même si c'est rare de le dire, mais à l'époque, 2 civilisations, ils se sont mis d'accord à se respecter. Et on a fait un mélange. Donc, la grande nivellation qu'on voit là, c'est le résultat d'un mélange entre les Mayas et les Toltecs. Là, c'est bâtissé le temple de Kukulcán, le temple de Quetzalcoatl. Regardez, s'il vous plaît, comment sur mon côté droite, là, je vous montre les têtes serpents. Il faut savoir, s'il vous plaît, que les têtes serpents, on les a que sur les côtés nord. Là, c'est le côté est du temple. Regardez comment c'est un peu abîmé. Le escalier n'est pas complètement reconstitué. Même si on a cherché la pierre de l'époque, ça fait partie des constructions coloniales. Regardez, s'il vous plaît, dans ces photos-là, comment le temple là-haut, c'est un peu décalé sur le côté gauche. Ça veut dire qu'il y a plus d'espace sur le côté droit que sur le côté gauche. Ce petit décalage que je vous dis là, on le voit sur le côté est et sur le côté ouest. Ça veut dire direction où le soleil se lève et direction où le soleil s'accouche. Car quand on voit le temple sur le côté nord et sur le côté sud, le temple s'est vraiment centré. Là, je vous montre le même temple, mais en voyant sur le côté nord. Regardez, s'il vous plaît, que l'espace qu'il y a sur le côté gauche, c'est le même qu'il y a sur le côté droit. Et c'est la seule façade qui vous montre les têtes serpents au pied de l'escalier. Au départ de l'histoire, au départ de l'archéologie, d'ici les archéologues, ils se posaient des questions. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de sculpter les têtes serpents dans les autres côtés? Pourquoi dans ces côtés-là, l'entrée c'est beaucoup plus large que dans les autres côtés? Voilà, des tas de questions. Les astronomes, les architectes, les mathématiciens, ils commencent à arriver là, et à chaque fois, on fait des travaux, et on va voir la réponse à chaque fois. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, sur le côté est-ouest, le temple s'est décalé, sur le côté nord, côté sud, le temple s'est centré. Tout à l'heure, je viens de vous dire également que Chichen Itza est le résultat d'un mélange de 2 civilisations qui ont juste se rencontrées. La partie qui montre l'influence toltèque, c'est la vénération aux serpents. Donc, on l'appelle le temple de Kukulcán ou bien le temple de Quetzalcoatl. Mais quand on dit la partie maya, il faut alors se souvenir que la civilisation maya était une civilisation très développée au niveau de la mathématique, au niveau de l'astronomie et au niveau de l'architecture. Au niveau de la mathématique, c'était les Mayas qu'on a utilisé pour la première fois le chiffre 0 dans toute l'histoire des civilisations mésoaméricaines. À part, ils ne comptaient pas 10 par 10. Ils n'utilisaient pas le système décimal. Ils comptaient ses doigts et ses orteils. Ça veut dire qu'ils comptaient 2 fois 10. La base du compte, c'était 20. Et en ce cas-là, le temple que je vous montre, de chaque côté, de chaque escalier, ça vous montre 90 marches. 90 fois 4, ça fait un total de 360. C'est le calendrier maya divisé en 18 mois de 20 jours. Parce qu'actuellement, notre calendrier, c'est divisé en 12 mois de 30 jours. Lorsque le calendrier maya, c'est 18 mois de 20 jours plus un mois de 5. Ça veut dire que de chaque côté, si vous repérez, il y a des étages, il y a des plateformes. Il y a 9 sur les côtés gauche, il y a encore 9 sur les côtés droits. Ça veut dire que du côté que les gens voyaient le temple, ils disaient, voilà, ça c'est le calendrier des Mayas. Autre chose à vous dire,
de chaque côté, regardez comment à chaque plateforme, il y a des espaces vides. Il y en a 3 de chaque côté, ce qu'on appelle tablero. Dans tous les cas, il y a 3 espaces vides, sauf les derniers. Là, dans ces 2 derniers-là, il n'y a que 2. Ça veut dire qu'un total fait pas total de 26 sur les côtés droits et 26 sur les côtés gauche, qui fait un total de 52 ans. C'est la période mésoaméricaine. Ça, c'est la partie Maya. Mais la partie mélange Maya-Toltec, dès que l'archéologie commencera à chercher dans les fouilles, on a trouvé un 2e temple Maya à l'intérieur de ça. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, dans le 6e siècle, ça existait que la première partie, le temple Maya, qui montre un seul escalier. Alors là, c'est intéressant de vous dire que dès que les archéologues ils commencent à imaginer qu'il y a quelque chose qui reste à l'intérieur, de qui vont-ils savoir qu'il y a un temple intérieur qui était Maya? On a imaginé que dans les 4 côtés, c'était les escaliers comme à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils se sont consacrés à faire les fouilles archéologiques sur les côtés droits, sur les côtés sud, en cherchant les escaliers. Mais après, ils vont se repérer que l'escalier était que sur les côtés nord. En réalité, à l'intérieur de ce temple, il n'y a qu'un tunnel, le seul espace vide. Un tunnel qui mènera là, plus ou moins au 7e étage de la pyramide à l'extérieur. En imaginant qu'on est au 7e étage, il y a 2 chambres. 2 chambres dans lesquelles les Mayas et les Toltecs se sont mis d'accord à laisser chacun ses images. Les Mayas, on a laissé un joli jaguar rouge. Le jaguar rouge qui se trouve à l'intérieur, c'est unique au monde. On a cherché dans la plupart des sites archéologiques, mais c'est à Chichén Itzá qu'on a trouvé ces jolis jaguars qui vous montrent les yeux en jade. Des pièces en jade qui décollent le corps. Les doigts en coquillage. Là, dans l'espace vide, c'était un joli disque en turquoise. Comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, avant Cancun, il n'y avait pas de visiteurs ici. Les gens pouvaient accéder partout. Et un jour, le disque en turquoise a été volé. Heureusement, il y a quelques années, il était bien récupéré. C'est un disque en turquoise. La taille de ce jaguar-là, c'est plus ou moins d'1 mètre. La taille normale, c'était un trône. J'ai participé dans les travaux d'un journaliste français. J'ai eu le plaisir de participer avec lui. Laurent Bignola, il ne faut pas rêver, sur France 3, des racines et des ailes. Il a visité la plupart des sites archéologiques dans le territoire des Mayas et à chaque fois, il trouvait des décorations jaguars dans la plupart des bâtiments. Mais là, c'est le seul site archéologique où il a trouvé ces jolis jaguars rouges. Les Mayas disaient, croyaient que les jaguars étaient considérés le protecteur spirituel dans l'obscurité du ciel. C'est un animal qui se cache pendant le jour dans les grottes, mais la nuit, il sort en cherchant la nourriture. Ça, c'est la partie Maya qui montre le jaguar. Et en parlant toujours des mélanges Maya et Toltec, la pyramide a une disposition spéciale par rapport au soleil, par rapport à la lune. Regardez cette image, s'il vous plaît. Là, c'est une photo de quelques années. C'est un jour spécial, le 21 mars. Le 21 mars, c'est le jour considéré de l'équinoxe. Ce jour-là, il y a 12 heures jour, il y a 12 heures nuit. Là, c'est le côté nord. À ma droite, vous avez le côté ouest. Comme je viens de vous dire, il y a une disposition spéciale. Le temple en général, le temple entier, il y a un décalage de 17 degrés par rapport au nord magnétique. Et les temples que je viens de montrer, la même photo, la photo de tout à l'heure, où je vous ai montré que les temples s'est décalé, c'est grâce à ça que le jour de l'équinoxe, vers 16 heures, on voit les 4 côtés de la pyramide éclairée. Mais à 16h10, cette partie-là, que je vous montre avec la flèche, va être à l'ombre et toute l'autre partie bien éclairée. La disposition du temple décalé sur le côté droit, ça fera que le soleil qui est plus ou moins en train de se coucher va pénétrer entre la première et la deuxième plateforme. Et la lumière va se projeter sur la balustrade. Et donc, à 16h10,
Vous allez voir, c'est parti dans le noir. C'est parti dans le noir, mais projeté sur la balustrade, un petit triangle de lumière. Puis un 2, puis un 3, puis un 4, puis un 5, puis un 6. Et le 7e va être la tête serpent que vous avez ici éclairée. Ça fait voir, ça fait imaginer un serpent qui arrive, un serpent qui descend. Voilà. À ce moment-là, les gens locaux, les agriculteurs, les paysans locaux, ils croient que la terre c'est fertile, que les temples qui habitent au ciel, que les dieux qui habitent au ciel, il est venu pour prendre encore, et la terre c'est fertile. Enfin, c'est normal, ce jour-là, ces mois-là, c'est la sécheresse sévère. Dès que la tête sera éclairée, le sol c'est fertile et les paysans commencent chacun à choisir ses terrains de culture parce qu'il faut préparer la terre. Tout le monde va se mettre à couper la végétation, à brûler. Comme ça, tout le monde sera prêt le 15 mai, la saison pluie qui arrive, pour semer le maïs. Cet spectacle, ce joli phénomène, va être visible que 10 minutes après la tête éclairée, va être à l'ombre et commence à monter. Ça revient à nous dire qu'il faut semer le maïs, puis part. À 17h50, ce côté-là va être complètement à l'ombre et ce côté-là éclairé. Et 6 mois après, dès que la saison pluie, ça finira, c'est déjà l'autre jour d'équinoxe, 21 septembre. Normalement, dans la péninsule du Yucatan, les Mayas disaient qu'il y a 5 mois de pluie et 7 mois de sécheresse sévère. Et dans la saison pluie, il faut profiter au maximum ces 5 mois de pluie pour semer les produits maïs, cacao, piment, etc. Donc, le 21 septembre, ça revient à nous dire qu'il faut récolter. Ça veut dire c'est 2 fois par an, 2 moments par an. Comment vous vous rendez compte? Les Mayas, ils connaissaient, ils utilisaient cette sorte de connaissances pour manipuler les autres. Une connaissance incroyable. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, ce n'est pas ces peuples sauvages et barbares que les Espagnols croyaient à l'époque. La publicité du site archéologique, ça fait venir les gens. Il y a quelques années, ici à Chichen Itza, était tourné un film qui s'appelle La vengeance du Sherpa à plumes, avec les grands coluches. Je vous laisse ces petits trailers de ces vidéos, de ces films pour les voir. Profitez-les, s'il vous plaît. Et tu fais pas chier. Non. Pas comme ça. Et que ça saute. C'est bizarre ça, partout où je passe ça saute. Parler de toi, de tes yeux, de ton petit nez, ta petite bouche. Vamos, muchachos! Chichen Itza, tu sais où c'est, tu trouves, oui ou non? C'est le 3e carrefour à 2500 km après le feu rouge, à gauche. On dirait que dès que tu sors de France, tu deviens plus con que les Français. Kumbola! La violence est partout. Ce mec, je t'ai dit que j'en ai plus rien à foutre. Allez-y! Voilà. Ça vous a plu?
voyez, la publicité de Chichen Itza, c'est à chaque fois, c'est à chaque moment. Le film qui était tourné là, qui était joué là, voilà, c'est exactement là-haut. On va approcher un peu l'image et vous allez voir comment ici, il y a des colonnes, il y a des tas de colonnes. Dans les films que vous avez vu, le trailer de vous là, si vous avez repéré, l'hélicoptère, il est en train de mener une colonne. En réalité, c'était deux. Et on a mis un troisième. C'est ça qu'on a arraché. Mais en réalité, c'était deux comme ça. Ça, c'était le marché, ce qu'on appelle la grande esplanada, le grand mise à niveau. Regardez la quantité de colonnes. Je crois, je pense, que même si vous allez visiter des tas de sites archéologiques au Mexique, vous n'allez jamais trouver le Chichen Itza, car je répète, c'est le temple, c'est un mélange de deux, Maya et Toltec. Cette quantité de colonnes que vous voyez à chaque fois, c'était pour tenir un toit en pierre, un toit qui était malheureusement écroulé à cause de la nature. Comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, dès que la végétation commence à s'introduire, les racines commencent à s'introduire, ça fait éclater. Il y a des images qu'on a trouvées ici dès 1930, on nous montre toutes les colonnes par terre. Le travail de l'archéologie était vraiment extraordinaire. En réalité, c'était ça un marché. Un marché où les gens se concentraient à faire des échanges, des produits différents. Si tout à l'heure vous avez vu les vidéos, c'était la publicité du site. Mais il faut bien imaginer quand même qu'on a fait des différentes publicités. Par exemple, on nous a chanté dans Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Elton John, on nous a offert des concerts. À l'époque, comme je viens de vous dire, c'était le marché. C'était là que les gens se concentraient à faire des échanges de ces produits différents. Le jade, l'obsidiane, la turquoise, le cuivre, l'or, etc. Chacun payait un petit pourcentage dans un cénoté et la plupart des produits, c'était pour faire le troc ici dans le marché, qu'on appelle à nos jours le marché. Si je viens de vous dire que les gens ils se concentraient ici pour laisser ces offrandes, faire les trocs de ces produits, dans l'histoire de ces sites archéologiques, dans l'histoire de Chichen Itza, il faut bien savoir que vers les années de 1904, il y a un consul américain à l'État du Yucatan qui achètera Chichen Itza pour la quantité. Pour la quantité, ce n'est pas clair. Il y a une partie qui dit que c'était 75 $, mais il y a un pourcentage de l'archéologie qui dit que cet Américain, il a acheté Chichen Itza par 23 $. C'était un moment de guerre à l'époque. Il a acheté Chichen Itza par 23 $. Il a cherché, il a trouvé un gros trésor. Il a volé de Chichen Itza la quantité de 30 000 bijoux. Entre le jade, l'obsidiane, la turquoise. En réalité, c'était des produits des offrandes. Là, l'image de tout à l'heure, quand je vous ai montré le petit vidéo, c'était là qu'on a mis les troisièmes colonnes en forme de serpent. Regardez, s'il vous plaît, de près. Il y a la sonnette, il y a les corps, il y a la tête avec la bouche ouverte. On voit les canines, là. Il y en a deux. Au milieu, vous avez un personnage demi-couché. Ça montre une espèce d'assiette sous le ventre. Regardez le visage, s'il vous plaît. À chaque fois qu'on les voit comme ça, parce qu'on a plus ou moins 13 ou 14 statuettes comme ça sur le site archéologique de Chichen Itza, c'était nommé un chacmol. Chacmol veut dire les angles rouges. Dans l'histoire des fouilles archéologiques de Chichen Itza, il y a un archéologue français, Augustus Le Plongeon. Il est arrivé vers les années de 1875. Il a fait des fouilles archéologiques dans une plateforme. Il a trouvé la première image, c'est celui qui va le baptiser chacmol. Selon l'histoire racontée à la façon espagnole, sur l'assiette de ce chacmol, il déposait le cœur des victimes sacrifiées. Les Espagnols, on a trouvé d'images et il disait que les Mayas, il a arraché les cœurs des gens. Et le corps sera déposé sous l'assiette. L'archéologie de nos jours, l'archéologie moderne, il propose qu'il n'était pas forcément des cœurs des gens sacrifiés, mais c'était des offrandes en physique. Comme moi, j'ai dit ici, le jade, la turquoise, l'obsidiane, le cuivre, etc. La richesse était jamais matérielle, était spirituelle. En fait, une petite curiosité. À nos jours, quand on dit l'argent, à Maya, on dit
taquine. Taquine veut dire escrément du soleil. C'est un peu despectif le mot. Mais je répète, la richesse était toujours spirituelle, jamais matérielle. On est riche si on est content avec la nature, si on est content avec notre Dieu. Et là, comme je viens de vous dire, c'est une image qui est très célèbre du site archéologique Chichén Itzá. Et à propos de Chichén Itzá, des fois, les gens ils se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire Chichén Itzá? À Maya, il faut bien prononcer. C'est Chichén Itzá, la bouche d'un cénote des sorcières de l'eau, qui date du 9e siècle. Voilà, c'est ça qui veut dire le nom du site. Dans l'image, serpent, c'est à chaque fois, c'est à chaque moment. Des fois, c'est comme ça, un serpent à sonnette. Des fois, c'est un serpent à plume. Et des fois, on dit l'homme, oiseau, serpent. Dans la suivante image, vous allez voir comment on a une chose, je dirais toujours ça, spéciale. Un bâtiment qui est toujours spécial. Même si vous allez visiter des tas de sites archéologiques au Mexique, mais vous allez jamais trouver une chose pareille. On va approcher un peu l'image et vous allez voir comment le temple c'est cylindrique. Chichén Itzá, comme je vous ai répété à chaque fois, c'est un mélange de deux. C'est Maya et c'est Toltec. Là, on est dans la partie sud de Chichén Itzá, la vieille partie. La partie qu'on dit c'est Maya pur, qui date du 6e siècle. Mais là, on voit les deux. La partie plateforme que vous avez ici, c'est après. C'est racheté par les Toltecs. C'est facile à se repérer de la présence Toltec avec l'utilisation des colonnes. Parce que vraiment, la partie Maya, c'est la partie cylindrique qui arrivait jusqu'au niveau du sol. Mais c'est certain qu'avec la présence Toltec, on a dû faire des modifications. On a rajouté une petite entrée là. Là, au sommet là, il y a 2 fenêtres visibles. Mais en réalité, c'était 8 fenêtres tout autour. Voilà ce que je disais, comment ça montre la présence des Toltecs et la civilisation Toltec à travers les colonnades, à travers des colonnes. Là, les fenêtres qu'on voit là, mais c'était 8. Pas de miroirs, pas de télescope, pas de lunettes, mais à l'œil nu. On arrive à avoir une connaissance incroyable en astronomie. Pour se déplacer jusqu'au sommet, il s'est servi d'un escalier en colimaçon. C'est pour ça qu'on dit el caracol ou bien l'escargot. À travers de chaque fenêtre, il divisait la fenêtre en 4 avec un morceau de bois. Il croisait les bois en 4. Et tiens, voilà, à travers des petits espaces, il suivait les étoiles. Il se repère que le soleil se lève à l'est, il s'accouche à l'ouest, que le soleil décale apparemment, mais après, ça va revenir dans le même endroit que le jour de départ. Il se repère que le voyage du soleil était de 365 jours, 24,025 jours. Après, il se repère que la Lune, il fait un voyage de 29 jours, 0,59. À chaque fois, il notait, à chaque fois, il enregistrait. À travers des générations en enregistrant, il se repère que finalement, le temps, c'est cyclique, que toutes les choses qui se passent dans la butte céleste, et c'est comme ça qu'il disait qu'était le ciel, la butte céleste, le toit de la terre. Il se repère qu'un jour, soleil et lune, ils vont se rencontrer. À travers des générations, ils sont enregistrés, on se repère que le temps, c'est cyclique et qu'il était capable de prédire l'avenir. Il montre comme ça ses connaissances au peuple, mais en forme de magie. Imaginez à l'époque un roi dire au peuple, moi, le roi de Chichén Itzá, je viens d'avoir un contact divin. Et Dieu vient de me dire que dans 2 ans, à 14 heures pile, il doit se passer une éclipse du soleil. Et à la date marquée pour les rois, voilà ce joli phénomène qui se passe dans le ciel. Comme je viens de vous dire, c'est une façon de manipuler les autres. C'est certain qu'un jour, le peuple, il va se révolter parce qu'à chaque fois, les impôts plus chers, parce qu'à chaque fois, il faisait beaucoup travailler les gens. Et un jour, ils se sont tous mis d'accord, ils se sont révoltés. Et on dit la chute, la décadence des Mayas, même s'il n'y a plus de théories qui parlent de la décadence maya, comme par exemple la sécheresse sévère, les maladies, fléaux, et déforestation, etc. Mais ce n'est pas facile à dire que 5 millions de Mayas ils sont partis d'un jour à l'autre. On croit que ceux qui sont partis, c'était les rois, c'était le connaisseur.
c'est le peuple qui restera. C'est comme ça que vers les années de 1519, on a eu l'arrivée des Espagnols, ils vont nous faire la conquête, les temples resteront abandonnés, et les fouilles archéologiques qui commencent de façon officielle à partir de 1924. Là, c'est une image de comment on est en train de faire la reconstitution des bâtiments. Faire des reconstitutions des bâtiments, oulala, il faut de la patience. Moi, j'ai participé dans plusieurs temples des fouilles archéologiques à Chichén Itzá, mais il faut avoir la patience. Imaginez chercher la pierre, la bonne pierre, la remettre en place. Je crois que c'est passion et patience, et beaucoup d'argent, parce que ça avance tout doucement. Et un autre jour, comme je viens de vous dire, regardez ces jolis bâtiments, et le caracol, l'observatoire astronomique. Là, si on peut approcher un peu l'image, vous allez voir cette image-là, c'est un masque. C'est ce qu'on appelle le dieu de la pluie. On dit tchak, là on voit les yeux, on voit la bouche, on voit le nez un peu cassé parce que normalement, le nez, ça montre une espèce de tronc d'éléphant en train de demander toujours la pluie. Tchak, Kukulkan, deux divinités ensemble qui va être la force de Chichén Itzá, la fécondation de la terre qui donne comme résultat final la base de l'alimentation, le maïs et le cacao. Mesdames et messieurs, c'est là qu'on a fini la visite virtuelle de Chichén Itzá et je vais vous poser de petites questions, s'il vous plaît. Regardez-les, s'il vous plaît, pensez-les, répondez, s'il vous plaît. Et voilà, on va voir si vous avez bien appris, si vous avez bien compris l'histoire du site. La première question, comment s'appelle la pyramide principale de Chichén Itzá? On dit, la première option, c'est Teotihuacan. La deuxième, c'est Kukulkan. La troisième, c'est Nochmul. Et les trois, c'est Calakmul. La première question. Lorsque, la deuxième question, quand Chichén Itzá a été déclaré patrimoine mondial de l'humanité. Le choix, c'est de 1995. La deuxième option, c'est 1985. La troisième, c'est 1998. Et la dernière, c'est 1988. Laquelle, ça sera la bonne? Et la dernière question à vous poser. Avec quelle partie du corps s'est joué le jeu des balles? La hanche, les épaules, coudes et les fesses. Allez-y, répondez s'il vous plaît. OK. La réponse de la première question. Tout à fait. C'est le temple de Kukulkan. Merci pour la première réponse. La deuxième. Quand Chichén Itzá a été classé patrimoine de l'humanité, OK, c'est parfait. C'était 1988. Et la 3, pour la dernière, bah, je crois qu'il y a, là, la réponse, c'est tous les 4. Le genou, hanche, coude et fesses. Mais là, je voulais vous dire, s'il vous plaît, que quand on voit ces réponses-là, c'est en parlant de tous les sites archéologiques qui ne soient pas Chichén Itzá, ou tous les sites préhispaniques à l'époque. À Chichén Itzá, le grand jeu de balles que je viens de vous expliquer, il s'est servi d'une batte et une raquette à part de tous les 3, les 4 que vous avez bien répondu. Merci en tout cas pour ces 3 réponses. J'ai bien appris que vous avez bien appris l'histoire de Chichén Itzá. Voilà, si vous avez des questions à poser encore, si vous avez des doutes, allez-y, c'est le moment. Je suis prêt à répondre si je connais la réponse. Allez-y. Bonjour Elise, ça va? Alors, votre question, c'est combien de temps durait une partie de jeu des balles en moyenne? Voilà. Alors, je viens de vous dire que de chaque côté de la fenêtre, les jours des rituels, c'était les moments équinoxes, les moments solstices. Ça pourra durer 15 minutes, que toute une journée, parce que le rituel finira dès que la balle passe dans l'anneau. C'est pas grave si c'est à gauche ou c'est à droite, mais il faut qu'il passe la balle dans l'anneau une seule fois. Ça, c'est suffit.
Ok, voilà. Ça, c'est une question très intéressante. À nos jours, les seuls bâtiments ou les seules constructions qui restent entre les 7 anciennes merveilles du monde, c'était les pyramides en Égypte. En voyant ça, il y a quelques années, il y a des gens qui se sont mis à se mettre d'accord, à s'organiser et dire comment les merveilles du monde, ils sont tous en train de disparaître. On va choisir les 7 nouvelles merveilles du monde. Et il y a 42, plus ou moins 42 bâtiments qui sont participés, mais les mondes avaient voté. Il y a un vote qui coûtait $2, il y a un vote qui était gratuit. Et les 7 qui sont gagnés, voilà, je vais vous le dire à l'ordre. Le premier lieu, c'était pour Machu Picchu, chez les Incas, au Pérou. Les 2, c'était le Taj Mahal en Inde. Les 3, c'était la Grande Muraille de Chine. Les 4, c'était le Cristo à Corcovado. Le 5 était Chichen Itza. Et le dernier, c'était le Colisée de Rome. Voilà les 7 nouvelles merveilles du monde. Les 7, ça fait, si ça répond à votre question, c'est les 7 nouvelles merveilles du monde. Alexandrine, merci. Bonjour, merci pour votre question. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de sauter sur le site de Chichen Itza? Ok. En fait, quand tout à l'heure, je viens de vous dire que Chichen Itza veut dire la bouche d'un cénote des sorcières de l'eau, le nom, ça vient grâce aux cénotés. Et dans l'histoire racontée à la façon espagnole, les Espagnols disaient que les Mayas ont jeté des jeunes filles couvertes en bijoux, droguées avec des champignons hallucinogènes. Mais il faut bien savoir, s'il vous plaît, que dans le Yucatan, la seule façon d'avoir de l'eau, c'est à travers les cénotes. Ils sont des rivières souterraines. Ça communique. La nappe phréatique ici chez nous, c'est à 24 mètres de profondeur, car on n'est pas très loin de la mer. À 200 km, vous avez Cancun. À 200 km de l'autre côté, à l'opposé, vous avez Progreso, c'est-à-dire que la mer, c'est pas très loin d'ici. La nappe phréatique, c'est à 24 mètres de profondeur. C'est des rivières souterraines. C'est-à-dire, jeter des corps dans les cénotes, ça va pourrir, ça va contaminer. Et je répète, la seule façon d'avoir de l'eau, c'est à travers les cénotes. Je crois qu'une civilisation très développée, comme étaient les Mayas, ils vont faire pas une bêtise. Ils vont pas jeter les corps pour contaminer l'eau. Je crois que ça, c'est une histoire racontée à la face espagnole, mais dans tout le cas, je répète, à cénotes, c'est une formation naturelle. C'est un effondrement du sol calcaire du Yucatan. On dit que c'est des rivières souterraines. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Alexandrine. Voilà, bonjour Patricia. Oui, votre question, il devait souffrir terriblement des dons avec les synchronisations des pierres. Oui, bien sûr. Mais comme je viens de vous dire jusqu'à nos jours, on ne connaît pas la technique. Peut-être qu'il utilisait des champignons hallucinogènes. On ne sait pas comment en réalité. Comme je viens de vous dire, il n'y a pas de questions, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Mais là, le travail qu'on a fait déjà, c'était vraiment impressionnant parce que ça se trouve bien conservé à nos jours même. Alexia, bonjour. Quel est le dernier fouille archéologique qui a été réalisé à Chichen Itza? Bon, là, c'est une question très intéressante. On ne s'est jamais arrêté. Les fouilles archéologiques financées pour les Américains qui commencent à partir de 1924 jusqu'à nos jours, ils ne se sont jamais arrêtés. Je pourrais vous dire qu'à ce moment-là, les archéologues travaillent encore à nos jours. Mais une des choses intéressantes à vous dire, la réponse à des fouilles archéologiques depuis plus ou moins quelques mois, on a fait une espèce de travail tout autour de la pyramide, un scanner. Le dernier fouille archéologique de Chichen Itza, le dernier découverte de Chichen Itza, écoutez-moi ça s'il vous plaît parce que c'est très intéressant. On a trouvé un 3e temple à l'intérieur de la 2e pyramide qui reste à l'intérieur de la pyramide Chichen Itza. On a trouvé un 3e temple. Et encore une chose plus intéressante, on a trouvé aussi un cénote. Ça veut dire que si vous imaginez le temple, c'est composé par 3 temples, comme un pipérus. Et au milieu entre les 3 au fond du sol, il y a un cénote. C'est la dernière découverte de Chichen Itza, les derniers fouilles archéologiques. Augustin, bonjour. Elton John et Pavarotti, entre autres, ont fait des concerts sur le site Chichen Itza. Aujourd'hui, il est toujours possible de faire des concerts sur le site.
Alors, je crois que la réponse n'est pas à moi. C'est les autorités qui donnent les permis ou pas. Le dernier, c'était il y a quelques mois. Je crois il y a 17 mois. C'était, comment ça s'appelle? C'était italien, c'est Eros Ramazzotti. Il nous a chanté il y a quelques mois, c'était le dernier concert qu'il a fait à Chichen Itza. Bah, ça, c'est une curiosité. Le premier, c'était en italien, Luciano Pavarotti. Et le dernier, c'était aussi en italien, c'était Eros Ramazzotti. Bruno, bonjour Bruno. Combien de personnes vivaient sur le site avant l'abandon par les Mayas? Alors tout à l'heure, je viens de vous dire que faire disparaître 5 millions de Mayas, qu'on dit la décadence Maya, et bon, il y avait beaucoup de gens qui habitaient dans les cités. Chaque cité, à l'époque, c'était une cité-État. Et on croit, selon les dernières études de l'archéologie, de l'anthropologie, on pense à 40 000 gens, 40 000 personnes qui vivaient à côté de Chichen Itza. Et quand je dis à côté, c'est parce qu'être dans la cité, c'était consacré qu'à des familles royales. La population, les 40 000 gens vivaient tout autour dans les huttes ou dans les paillotes. Des questions encore, s'il vous plaît? Le site de Chichen Itza était indépendant. Avait-il son propre roi? Ok, Bruno. Chaque cité, c'était des cités-États. Chaque cité avec ses rois. Il faisait des échanges avec des autres cités. Oui, chaque cité avec ses rois. C'était des cités-États. Merci, Bruno. Non, malheureusement, depuis l'année 2005, c'est fermé à l'intérieur de la deuxième pyramide. Bonjour, Laurent. Je crois que je réponds à votre question. Oui, c'est fermé depuis l'année 2005. Qu'est-ce que c'est un cénote? Un cénote, c'est un effondrement naturel du calcaire. En fait, on croit que les Mayas sont venus ici pour s'établir grâce aux cénotes. La première théorie des cénotes, de la formation des cénotes, disait que à cause de la tombée d'un météorite dans la péninsule Yucatan, les dinosaures ils sont disparus, ils se sont formés les cénotes. Mais à nos jours, la dernière théorie des gens qui s'en chargent de faire ce genre de travaux, on dit que non, c'est une formation naturelle, c'est un puits naturel. En fait, ici dans le coin, à Chichen Itza, il y a des effondrements, mais qui donnent pas quoi? Ils donnent pas à voir l'eau. Ça, c'est pas un cénote. C'est un effondrement naturel qui montre de l'eau. C'est ça un cénote. Patricia, bonjour. Je n'ai pas bien ceci si réellement on décapitait les meilleurs et moins bons joueurs au juste symbolique. Ok. Là, c'est pas facile, c'est un peu compliqué à avoir une bonne réponse. On a à chaque fois que des théories. Mais moi, je pourrais dire que la première théorie des Espagnols disait qu'ils ont décapité le meilleur. Après, il y en a qui disaient c'est le perdant, c'est pas le meilleur. L'archéologie moderne, on propose que c'est symbolique. Parce que les Mayas, ils ne faisaient jamais le sacrifice. C'est une civilisation polythéiste qui respectait la mort. La mort, il faut qu'elle arrive d'une façon naturelle, il ne faut pas la chercher. Et dès que la mort nous trouvait, c'était un privilège. On disait qu'on était des élus des dieux quand la mort nous touchait. Marina, bonjour. Comment accédait-il de la pyramide extérieure à la pyramide intérieure? Bon, de la première à la deuxième, il y a un tunnel qui arrive jusqu'au 7e étage de tous les 9 plateformes que nous montre la pyramide à l'intérieur. Mais depuis l'année 2005, c'est fermé. Je suis désolé. Depuis l'année 2005, c'est fermé à l'intérieur. Il y a un tunnel pour accéder. Bonjour Catherine. Est-ce qu'il y a des touristes en ce moment à Chichen Itza? Oh. Non. Non. Depuis le 19 mars, c'était fermé à cause du problème coronavirus. Et normalement, c'était le mois d'avril qui va être fini et fermé, mais je crois ça sera jusqu'au mois de mai. Je crois qu'au mois de juin, ça sera réouvert le site archéologique de Chichen Itza aux visiteurs. C'est fermé pour le moment. Ok. Qui était enterré dans les pyramides ou en haut, une chambre funéraire? Voilà.
Si tout à l'heure, je viens de vous dire que les dernières fouilles archéologiques, ça montre un troisième bâtiment, l'archéologie propose qu'à l'intérieur de la troisième pyramide soit la tombe d'un roi. Si c'est comme ça, laisse-moi vous dire, ça va être plein de bijoux. Je répète, l'archéologie de nos jours propose qu'à l'intérieur de la troisième pyramide qu'on a trouvée, à travers les dernières fouilles, il faut qu'il soit là la tombe d'un roi. En fait, on connaît déjà le nom. Il s'appelle Kakupakal. Et à nos jours même, on cherche la tombe du roi. L'archéologie, je répète, il propose qu'à l'intérieur de la troisième, on imagine qu'il soit la tombe d'un roi. Mais on n'a pas encore trouvé pour le moment. Question, c'est fini. Ça va? Bon, j'espère d'avoir bien répondu à votre question. Bon, pour moi, c'était un privilège, comme je viens de vous dire tout à l'heure. J'espère que vous avez bien aimé cette visite virtuelle. Et en espérant qu'un jour vous allez nous visiter, je serai prêt à vous recevoir physiquement. Pourquoi pas un jour à Chichén Itzá. Merci beaucoup, Juan, pour cette visite. C'était vraiment passionnant. Ah oui, ça va, ça a été. Vraiment une visite différente, une autre manière de connaître Chichén Itzá. Finalement, maintenant, on sait que c'est pas Chichén Itzá finalement qui est une des 7 merveilles du monde. Donc, c'est vraiment le temple de Kukulkan. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, en plus, c'est une autre manière pour avoir visité Chichén Itzá en vrai. C'est vraiment une autre manière, voilà, de découvrir ce site-là de manière virtuelle avec des photos qui viennent appuyer un petit peu. C'était vraiment super intéressant de connaître aussi sur le Juego de Pelota, qui est un jeu emblématique de la culture maya. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette visite. C'était vraiment passionnant. Merci à tout le monde, ceux qui ont participé à cette visite virtuelle du site archéologique de Chichén Itzá dans le Yucatan. On espère que ça vous a plu. On a cette semaine, donc jeudi, un nouveau rendez-vous pour les fans d'histoire qui veulent en savoir un peu plus sur la culture des Mexicas. Donc, on a le rendez-vous jeudi pour la visite virtuelle de Teotihuacan. Et pour ceux qui ont raté Frida Kahlo, la visite de la maison de Frida et Diego, on a fait une autre visite dimanche exceptionnellement parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de succès. Des personnes nous l'ont redemandé. Voilà, du coup, avant de partir, avant de nous quitter, on va vous poser une petite question, voilà, pour nous aider un petit peu à en savoir plus sur les prochains thèmes que l'on devrait aborder. Donc, si vous voulez nous aider, s'il vous plaît, à prendre 2 petites minutes, voilà, pour nous aider à choisir les prochains thèmes qu'on va choisir pour nos visites virtuelles. On vous laisse 2-3 petites minutes, voilà, pour répondre à notre petite enquête. Si jamais on n'a pas de, vous n'avez pas les thèmes là qu'il y a dans les différentes réponses, si vous envoyez d'autres, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat sur la droite pour nous donner des idées. Voilà, ça nous permettra de construire les prochaines visites virtuelles pour voyager au Mexique très prochainement. Je vous laisse répondre un petit peu. Est-ce que tu as un petit mot pour fin voilà, on va se quitter en musique. On va vous partager une vidéo avec une musique sur le thème de Chichén Itzá. Voilà, c'est vraiment des pianistes. C'est vraiment un très très beau morceau de musique. Donc on va vous le laisser. Et puis voilà, dès que la musique et la vidéo est terminée, vous pourrez vous déconnecter. Donc là, c'est le moment pour nous de nous dire au revoir. On espère que vous avez profité de la visite. Juan, un petit mot pour la fin avant qu'on se quitte avec nos participants? Oui, bien sûr. Je voulais encore vous remercier pour la gentillesse de votre attention et en espérant de pouvoir vous voir physiquement à Chichén Itzá un jour, je vous dis merci et à bientôt, pourquoi pas, à Chichén Itzá.